L'Afrique est un continent très jeune, avec un âge médian de 19,3 ans. Le Botswana est de 25 ans. Avec une telle population, l'Afrique est destinée à diriger le monde. La terre n'appartenait pas à une race, elle appartenait aux Zimbabwéens. Quand les colonisateurs nous ont pris notre terre, le moment est venu pour nous de la récupérer. Ceux qui acceptaient d'avoir des terres sur la même base que les Africains sont restés. Ceux qui se sentaient supérieurs sont partis. Nous n'avons pas besoin de plaire à l'Ouest ni à l'Est. Nous nous plaisons à nous-mêmes. Dans cet échange tendu, un journaliste occidental a tenté de pousser des présidents africains dans leur retranchement. Mais leur réponse révèle quelque chose de plus profond. L'Afrique change de posture géopolitique. Écoutons ensemble. Messieurs, merci d'avoir accepté cet échange. C'est vraiment très aimable de votre part. Je vais simplement suivre l'ordre. Et d'abord vous, Président Mnangagwa, encore merci. De la manière la plus claire possible, pourriez-vous comparer votre expérience avec la Chine à celle que vous avez eue avec les puissances occidentales? Pensez-vous que le Zimbabwe et d'autres pays africains, pour être totalement franc, obtiennent aujourd'hui de meilleures conditions grâce aux investissements chinois que celles offertes par l'Occident au cours des 150 dernières années? Les amis, écoutez bien la manière dont la question est posée. Au fait, ici, le journaliste essaie d'enfermer l'Afrique dans un choix binaire, Chine ou Occident, États-Unis ou Russie. Et vous allez voir que le président zimbabwéen refuse complètement ce cadre. En fait, il déjoue complètement le piège rhétorique qu'essaie de lui poser ce journaliste, désolé du terme, mal intentionné. Écoutons. Eh bien, à mon avis, au départ, lorsque nous avons accédé à l'indépendance, l'essentiel de nos efforts de développement provenait de l'Occident. Mais avec le temps, nous avons également bénéficié des investissements et de la coopération de pays comme la Chine. Mais la structure de base semble rester la même. Des puissances étrangères extraient les richesses minérales de divers pays africains. Pensez-vous néanmoins que l'accord que le Zimbabwe et d'autres pays ont actuellement avec la Chine soit meilleur ou pire que celui que nous avions, par exemple, avec les Britanniques? Là encore, on entend un narratif très ancien. Le narratif qui voudrait que l'Afrique soit toujours exploitée de la même manière. Mais ce que le journaliste oublie volontairement, c'est la capacité de négociation des États aujourd'hui. En fait, les contrats, les termes, les partenariats ont complètement changé. C'est tout simplement un récit simpliste. Je pense que les prémices sur lesquelles vous construisez votre question ne sont pas parfaites. Je n'en suis pas surpris. Oui, le Zimbabwe est un État souverain, vous comprenez? Et nous agissons sur la base de ce qui nous apporte les meilleurs résultats à partir de nos ressources. Qu'il s'agisse de relations avec l'Ouest ou avec l'Est, ce qui compte avant tout, c'est ce qui nous satisfait, nous, en tant que dirigeants. Nous n'avons pas besoin de plaire à l'Ouest ni à l'Est. Nous nous plaisons à nous-mêmes. Très bien. Les amis, cette phrase est centrale. Ce n'est pas une réponse idéologique, non. C'est une réponse stratégique. Il ne choisit pas un camp. Il choisit tout d'abord l'intérêt national. Et je pense que c'est exactement comme ça que fonctionnent les États souverains dans un monde multipolaire. Pensez-vous qu'il existe une différence substantielle? J'essaie simplement de comprendre, du point de vue occidental, comment l'Est fait des affaires en Afrique par rapport à l'Ouest. C'est peut-être un sujet trop sensible à aborder publiquement, mais dans la mesure où vous avez un avis à partager, le feriez-vous? Je suis certain que les relations ne peuvent pas être mesurées pays par pays. Les relations dépendent du contexte historique entre les pays. C'est sur cette base que les relations se développent et sont entretenues. Pour nous, au Zimbabwe, oui, nous sommes une ancienne colonie britannique. Mais nous sommes très satisfaits des relations qui se sont développées avec des pays comme la Chine, malgré notre passé colonial britannique.
Je pense que c'est peut-être l'un de ces sujets trop difficiles à évoquer publiquement. Si vous regardez les jeunes du Botswana, instruits et dynamiques, quel est votre message pour les convaincre de rester au Botswana plutôt que de partir en Afrique du Sud, en Europe ou aux États-Unis? Les jeunes sont généralement innovants, entrepreneurs et désormais des natifs du numérique. Cela leur offre d'immenses opportunités. Ils peuvent opérer pratiquement de n'importe où. Mais ils doivent rester au Botswana pour diffuser leur influence depuis leur pays vers le reste du monde. Le Botswana offre des opportunités, une formation, une éducation, l'acquisition de compétences, un environnement favorable qui nourrit leur vitalité. Et c'est ce qui alimentera l'Afrique. L'Afrique est un continent très jeune, avec un âge médian de 19,3 ans. Le Botswana est de 25 ans. Avec une telle population, l'Afrique est destinée à diriger le monde. Ce que certains présidents n'ont jamais compris, c'est que la démographie, c'est la puissance géopolitique. L'Afrique est jeune pendant que d'autres continents vieillissent. Mais cette force doit être accompagnée de l'éducation et l'investissement humain. En fait, il faudrait que l'Afrique projette sur le long terme. Et quels sont vos projets pour le monde une fois que vous le dirigerez? Le rendre plus juste, plus équitable, faire en sorte que la propriété intellectuelle soit internalisée partout sur le continent africain, que l'innovation serve l'humanité et non une élite prédatrice, et que chacun puisse bénéficier équitablement des fruits de l'économie et des immenses opportunités du monde. Eh bien, j'ai hâte d'être traité équitablement sous votre règne. Merci. Président Mnangagwa, vous avez occupé des fonctions gouvernementales au Zimbabwe pendant des décennies, y compris dans une période très turbulente où votre précédent a expulsé les Blancs, provoquant l'effondrement de l'économie, qui se redresse aujourd'hui. Quels enseignements votre pays a-t-il tiré de cette expérience? Je ne suis pas sûr que vous soyez en train de réfléchir à ça. Mais permettez-moi de dire que notre économie a effectivement connu des challenges. Le Zimbabwe a été soumis à des sanctions pendant des décennies pour avoir repris ses terres aux Britanniques et affirmé son indépendance. Nous avons récupéré les terres et les avons rendues à notre peuple, ce qui a entraîné des sanctions. Malgré cela, nous nous sommes développés et nous sommes fiers de l'avoir fait par nous-mêmes. En géopolitique, les amis, cette réponse est claire. Réforme agraire égale rupture avec l'ordre colonial. Et sanctions occidentales égale réalignement stratégique vers d'autres partenaires. C'est une leçon classique de relations internationales. Mais certaines terres ont été prises à des personnes nées au Zimbabwe, targetées en raison de leur couleur de peau. Pensez-vous que cela est juste ou non? La terre n'appartenait pas à une race, elle appartenait aux Zimbabwéens. Quand les colonisateurs nous ont pris notre terre, le moment est venu pour nous de la récupérer. Ceux qui acceptaient d'avoir des terres sur la même base que les Africains sont restés. Ceux qui se sentaient supérieurs sont partis. Observez bien les amis, le journaliste ramène le débat sur la race, mais heureusement le président lui recentre sur la nation. C'est très important, il transforme une question raciale en question de souveraineté nationale. Et ça montre ici la maîtrise du langage politique de ce président. Non, le gars est fort les amis, il est très fort. Président Bio, cela semble être un modèle de gouvernance mondiale qui change et que la confiance en la démocratie diminue, notamment en Occident. Le constatez-vous? La démocratie est-elle en retrait? Je pense que le monde est en transition, ce qui s'accompagne généralement d'instabilité.
Nous sommes en état de flux. Ceux qui nous enseignaient la démocratie ne semblent plus être engagés quant à ce modèle. Cependant, je crois toujours que la démocratie, particulièrement la démocratie libérale, avec ses libertés et le respect des droits humains, reste le meilleur système de gouvernance. Nous y restons engagés, malgré les reculs observés en Afrique et ailleurs. Ici, ce que fait le président sierra-léonais est très fin. Il reconnaît les contradictions occidentales sans rejeter la démocratie. Il garde une position crédible, stable et diplomatiquement responsable. Ça montre l'intelligence politique. La Chine est un acteur relativement récent. La Chine ne s'est sortie de l'extrême pauvreté qu'au cours de 40 dernières années. De notre côté, nous sommes libérés du colonialisme au Botswana depuis presque 60 ans. Nous avons entretenu une affinité avec l'Occident en raison de la relation particulière que nous avons eue avec lui. La Chine est arrivée plus récemment et nous entretenons des relations avec elle selon des termes que nous définissons nous-mêmes. Nous examinons ce que la Chine propose, ce dont nous avons besoin, et nous obtenons le meilleur accord possible que nous sommes capables de négocier, dans une situation où toutes les parties viennent à la table et présentent leurs offres. Je pense donc que les relations sont largement façonnées par les intérêts de ces pays africains, y compris les nôtres. Président Mnangagwa, que pensez-vous de ce qui s'est passé au Venezuela le mois dernier? Le Venezuela est très loin du Zimbabwe. Oui, en effet. Oui, monsieur, je vous en prie. Mais je me demande quand même, en tant que chef d'État, et chef d'État depuis longtemps, ce que vous en avez pensé. Vous devez prêter attention à ce qui arrive aux autres chefs d'État. Oui, mais je ne sais pas si ce que nous lisons au Zimbabwe correspond réellement à ce qui se passe au Venezuela. Toutefois, d'après ce que nous lisons, nous cherchons à comprendre pourquoi cela se produit. Président Bio, qu'en avez-vous pensé? J'ai été stupéfait, et je le suis encore. C'était tellement irréel que je cherche encore à comprendre si l'ordre mondial, cette société fondée sur des règles, existe toujours. Et si ce n'est plus le cas, que devient le monde? C'est pourquoi j'ai dit plus tôt que nous sommes dans un état de transition. Parce que tout ce que nous considérions comme la base de l'ordre international est en train de se fragmenter ou d'être détruit sous nos yeux. Là, on ne parle plus simplement d'un pays. On parle d'un ordre mondial qui se fracture. Et la réaction des présidents montre que l'Afrique ne veut plus de changement de régime imposé de l'extérieur. Ils montrent qu'ils veulent entrer carrément dans la multipolarité, la vraie multipolarité. Et je suis désolé si cela semblait être une question injuste, mais au fond, je demande, est-ce le signe d'un changement d'ordre mondial? Et je terminerai avec vous, Président Boko. Quelle a été votre réaction? Je pense que nous voyons un monde où les règles semblent compter très peu et qu'elles ne comptent que selon celui qui en bénéficie et celui qui détient le bâton à un moment donné. Nous savons que le droit international public respecte l'intégrité territoriale, il respecte la souveraineté des nations et exige également que les peuples de chaque État exercent leur droit à l'autodétermination. Ils doivent décider de ce qui se passe à l'intérieur de leurs frontières. Voir des puissances extérieures intervenir et destituer un chef d'État, quelles que soient les circonstances, est quelque chose de profondément choquant et constitue une atteinte à l'ordre international fondé sur des règles. Cela doit être décrit en des termes clairs et fermes, sans faux semblants. Au fait, cet échange a montré une chose essentielle. Les dirigeants africains, en tout cas les plus sérieux, ne répondent plus simplement pour se justifier. Ils répondent désormais pour affirmer. Et ça change tout. Les amis, ce débat ne parlait pas seulement de la Chine, de la démocratie ou du Venezuela. Non. Il parlait d'un continent qui refuse désormais d'être défini par les autres.